Bonjour et bienvenue. Merci de me rejoindre ensemble pour 30 minutes pour parler de Jouk et Joue Lambda. Je me présente, je suis Mathieu Gandin, je suis technical leader chez lesfurets.com, comparé futé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais je dois aller vite. Donc je vais vous parler de Jouk et Joue Lambda. Alors avant de démarrer, qui a déjà utilisé Jouk dans la salle? Pas mal. Qui fait du JDBC? Ouais, mécaniquement, ceux qui font du Jouk aussi. Et du Hibernate ou JPA, ouais, ce truc-là, pas mal. Spring Data? Ah, aussi. OK. Bon alors, pourquoi je vous parle de Jouk? Alors déjà, donc ça fait à peu près 17 ans que je travaille et depuis 17 ans, je me heurte toujours à cette histoire de câbler du code orienté objet, donc Java, avec le monde des bases de données. Et en fait, il se trouve que malgré tous les efforts qui ont été faits sur le NoSQL, SQL est toujours là dans le code, dans nos codes. Et donc, on en revient toujours à manipuler dans ce qui est mapping objet relationnel, la combinaison de deux concepts. Donc, du code orienté objet, par exemple Java, et du code SQL, qui est ce qu'il est. Et un des enjeux qui est, à mon sens, toujours là, c'est comment éviter d'écrire du code spaghetti à ce niveau-là, puisqu'on fait rentrer deux concepts dans un endroit, et généralement, c'est des classes qu'on appelle DAO ou repository, et ça donne parfois du code un peu moche. Et alors ça, c'est un peu un contexte général, et un contexte un peu plus, un peu plus proche de la vraie vie qu'on a, nous, chez les Furets, c'est qu'on s'est dit, on va migrer de tout MySQL, parce qu'on a un cluster MariaDB MySQL, à tout Cassandra. Et puis on s'est rendu compte que non, on va quand même garder un peu de MySQL pour quelques éléments de référence et commencer de migrer une bonne partie de nos données à Cassandra. Et il se trouve aussi que le code historique qui écrivait dans les bases de données MySQL avec des DAO était basé sur un framework maison. Et il se trouve aussi que ce code existant est très proche du SQL, donc on a des requêtes SQL assez marrantes, assez exotiques, avec des jointures un peu dans tous les sens, des selects imbriqués, ce genre de choses. Et qu'on aimerait, à chaque fois qu'on fait quelques... Alors, c'est pas du code qui bouge tout le temps, mais ça arrive d'avoir des features à implémenter qui, de temps en temps, y touchent, et on se dit, ce serait bien quand même de rendre... qu'après notre passage sur le code pour implémenter cette feature qu'on rende le code un peu plus propre, et donc un peu moins spaghetti. Et on aimerait que ça reste assez proche du SQL. Or, il se trouve que, vous le savez tous, Java ne manque pas de solutions à ces problèmes. Donc on a JDBC, on a JPA, Hibernate, on a alors Spring JDBC Template, par exemple, ou Spring Data. On a des vieux trucs comme MyBatis. Et puis on a aussi des frameworks maison. Et comme on a envie d'être au top de l'hype en base de données, on s'est dit pourquoi pas essayer Jouk, alias Java Object Oriented Query, et vérifier s'il correspond avec un petit pas sur une feature à implémenter, si c'est facile de le mettre dans notre code base, et si on peut refactorer assez facilement du code. Et tout en gardant en tête qu'on a tout un tas de solutions sur étagère qui marchent très bien, qui peuvent nous aider pour ce cas-là. Live démo. Donc, je vais vous faire un petit exemple pour commencer. J'en vois qu'il y a un t-shirt Flipper, donc, qui est un groupe de punk des années 80. Donc, JDBC, ça c'est du code JDBC, c'est un peu le même genre. C'est quelque chose d'un peu vieux, qui s'excuse pas trop et qui est compliqué. Et l'idée, c'est, quand on a ce code-là face à nous, c'est d'essayer de le refactorer avec Jouk. Donc, dans mon exemple, j'ai un jeu de données qui s'appelle schéma. Alors, je suis sur une base H2. J'ai configuré une table qui représente un résultat d'une année, un ensemble de résultats d'année, avec une clé primaire, un département qui correspond au résultat d'un des départements, un manager associé au département, le profit, les dépenses qui sont associées au résultat, un turnover qui serait lié au département, et une date de création de l'instruction. Comme vous pouvez le voir, il est fort probable que ce code SQL ne soit pas très normal, mais ce n'est pas grave. En termes de normalisation, on n'est pas très fort non plus chez les Furets. On a voulu dénormaliser le plus possible pour pouvoir écrire un peu en vrac. Donc, même si c'est un exemple simplifié, ça s'en rapproche un petit peu. Et après, j'ai inséré un jeu de données dans H2.
Donc on a un vieux code de legacy qui est du JDBC. Donc on a une jolie chaîne de caractères qui va prendre le select de tous les éléments, de tous les paramètres de la table, un from, un where le département correspond à une chaîne de caractères, et on veut trier les résultats sur une creation date ascendant. Donc j'espère que je ne vous apprends rien. J'ai une connexion JDBC, j'ouvre un prepare statement, je l'ai fait propre, j'ai fait en Java 7 avec un try with resources. J'initialise une liste de résultats. Je set dans mon prepare statement le critère de recherche. J'exécute ma requête, je récupère un résultat set, je parcours le résultat set. S'ensuit toute une période de mapping où je dépiote le résultat avec au passage un peu de conversion parce que j'ai besoin d'une local date Java 8, je suis en Java 8. Je construis un objet métier hier report sur la base de tous ces résultats. C'est juste un pauvre DTO qui contient, il est immutable quand même, qui contient les données. Et ensuite, je le mets dans une liste et je retourne ma liste. Bon, je gère les exceptions un peu salement, mais c'est un exemple assez simpliste. J'ai un test unitaire qui est là. Donc, il y a un petit test qui en ignore, je reviendrai plus tard pour ma démo. Et j'ai je récupère la liste et je vérifie qu'elle est correctement ordonnée. Donc, je me suis dit, je vais essayer de prendre le même DAO et je vais l'écrire avec Juke. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Et j'ai paramétré déjà avec Maven, mon projet est sous Maven, mais on verra ce qu'on peut faire là avec Maven, on peut le faire avec d'autres outils de build comme Gradle, où j'ai rajouté un plugin Juke, où je lui ai indiqué la connexion à ma base de données, et je lui ai demandé, une fois que tu es sur ma base de données, de me générer tous les éléments, tous les schémas. Donc il va évidemment me générer tout un ensemble de métadonnées qui vont me servir pour coder avec Juke. Donc il va me générer des métadonnées sous forme de tables et de champs sur lesquels je peux faire des requêtes. Et il va aussi me générer les métadonnées de tout mon schéma, y compris les éléments techniques de ma base de données. Donc je lance déjà Maven, qui, on le voit ici, a lancé la code génération sur Juke. Et il a lancé mon vieux test que je vous ai montré tout à l'heure, qui évidemment est vert. Ensuite, alors si je reviens sur... je peux le faire là. Donc il m'a généré en fait une classe qui s'appelle yearResult, qui étant un composant de Juke, qui est une table IMPL. Ce composant-là, il va me permettre ensuite de l'utiliser pour le DSL Juke, qui va me simplifier l'écriture de requêtes, qui vont être le plus proche possible de SQL. Donc, il y a une variable statique qui est initialisée ici, que je vais pouvoir utiliser dans mon code. Et il y a aussi tout un ensemble de champs, qui sont des table fields, qui vont m'aider à faire mon mapping entre la base de données et le code Java. Donc ce truc-là, j'y touche pas. D'ailleurs, il est généré dans répertoire target. Là, je me suis amusé à le régénérer tout le temps. Et ensuite, je passe sur mon DAO que je vais réécrire. Donc, Juke a une classe qui s'appelle DSL, tout simplement, auquel on passe une connexion. Donc, je fais using. Donc, j'ai déjà paramétré dans mon DAO une injection par constructeur de la connexion JDBC. Et ensuite, donc, du coup, qu'est-ce que je faisais avec l'ancien DAO? Je faisais un select. Hier, select de tout un ensemble de champs. Donc, j'appelle la méthode select, fort naturellement. Donc, ensuite, j'ai un ensemble de fields. Donc, je vais aller les chercher dans la classe que m'a générée Juke. Donc, je cherche les départements. Hop. Un petit import statique, ce sera pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à rechercher? Le manager. Donc, je vais chercher le manager. Ensuite, les dépenses. Pardon, pas les dépenses. Bon, c'est pas très grave, mais le profit, les dépenses, le turnover
la creation date. Je vérifie. Département, manager, net profit, operating expense, turnover, creation date. Département, manager, net profit, operating expense, turnover, creation date. Donc voilà. Ensuite, je fais un select from, puisque c'est du SQL, et là, je passe directement la référence sur le type qui m'a été généré, qui modélise une table. Ensuite, j'ai une clause de where, donc je fais en sorte que le département ici est égal is equal sans s à département, qui est ce que j'avais ici en paramètre. Alors après, c'est pas fini. Ensuite, j'ai un order by. OK, je fais un order by. Vous avez commencé à comprendre. Et sur la creation date, du coup, c'est sur le champ irresult.creationDate. Et puis, comme j'ai envie de spécifier que c'est ask, je le mets directement ici. Bon, là, j'ai fait que exécuter la requête SQL. Un truc qui est sympa aussi avec Juke, c'est que il supporte l'API strip. Donc ensuite, si j'ai envie de mapper les records que me retourne la base de données vers des objets, je le fais directement ici. Donc j'ai un stream. J'appelle le map de stream. Et donc Juke m'a retourné un record qui est un wrapper par-dessus result set. Donc ici, j'ouvre un lambda et je crée un IR report. Et après, c'est reparti. Donc, je récupère le département. Voilà. IntelliJ me fait beaucoup de pop-up. Ensuite, je continue de passer tous les paramètres dont j'ai besoin à mon constructeur. Donc, je dois avoir besoin du manager. Voilà. Des net profits. Des dépenses, du turnover et de la date. Là, IntelliJ me dit ça va pas. Je peux, dans le DSL Juke, passer le type sur lequel je fais le mapping. Donc, par défaut, il a su retrouver. Et là, je lui indique que je veux une local date. Alors, ça ne suffit pas parce qu'il faut que je termine par un collect dans une liste. Et voilà. Une ligne de code. Bon, elle est un peu longue, mais une ligne de code. Pour faire ma requête SQL. Je repasse sur mon test. Je réactive celui-là. Donc en fait, j'ai un test qui appelle les deux DAO et qui vérifie que j'obtiens les mêmes résultats. Et puis, soyons fous, je remplace l'ancien sur ce test-là par le nouveau. Je lance le test, je croise les doigts, pas d'effet démo. Et c'est vert, et ça marche. Donc, j'ai remplacé ça. Attendez, je vais vous mettre un peu plus en écran. Par quelque chose qui est très très proche du SQL, qui est déclaratif, qui est qui se rapproche un petit peu de certaines syntaxes d'API type Spark. Parce qu'on a aussi, on commence à développer quelques éléments de parse sur les gros volumes de nos données avec Spark. Et donc du coup, on a des similitudes dans les API. Et j'ai enlevé un peu tout ce qui est boilerplate d'ouverture et de fermeture des ressources. Et j'ai quelque chose qui est fortement typé. Donc JDBC, c'était sympa, c'était efficace parce qu'on peut aller assez vite pour écrire du code. Mais ça repose beaucoup sur des chaînes de caractères. Il faut exécuter le code pour savoir plus ou moins si la requête est bonne ou pas bonne. Là, je pourrais carrément faire un traducteur entre ma vieille requête SQL vers ce code-là. Donc, c'est pas mal. Alors après, on s'est dit, et pour l'ajouter sur la base de code que l'on a nous, j'ai juste eu besoin de rajouter une dependency dans Maven. Donc c'est sympa, j'ai juste mis une dependency et recommencer à refactorer du code. En une demi-heure, je peux déjà avoir des choses qui sont sympathiques. Non, un peu plus. Alors, mais pourquoi pas d'autres frameworks? Alors,
Et oui, effectivement, on ne va pas les écarter. Donc Spring JDBC Template ou Spring Data, c'est très bien. J'ai beaucoup, alors pas chez les Furets, mais avant, beaucoup utilisé Spring. Donc ça permet de rewrapper pas mal de complexité de JDBC. Et en plus, on a, avec une des dernières versions de Spring Data, des supports de lambda qui rendent le mapping avec des remappers pas trop mal. Moi, je trouve ça pas trop mal. Enfin, j'avais trouvé ça sympa quand je l'avais découvert. Mais ça reste quand même encore... on reste... pour tout ce qui est création de requêtes SQL, on reste assez dépendant de ce qu'on faisait avant avec JDBC. Sauf à faire du CRUD, mais on n'a pas de CRUD. Enfin, on a du CRUD... on a des requêtes SQL qui sont un peu tordues, donc ça ne rentrerait pas dans un CRUD Spring Data. Et puis après, sur le mapping, si vous vous rappelez un peu le code que je viens d'écrire là, je peux revenir très vite à quelque chose comme ça en faisant un extract méthode sur le lambda, donc, qui me permet d'avoir une partie du code qui est quasiment que du SQL. Et après, dans mon lambda, j'appelle une référence de méthode qui ici fait le mapping. Donc ça permet de faire des choses assez simples, assez claires, on va dire assez élégantes dans le code. Qu'on pourrait faire aussi avec Spring JDBC template, mais voilà, moi j'aime bien ça. Ok, bon, un point pour Juke, alors on part plutôt là-dessus. Alors pourquoi pas un ORM avec JPA alors. JPA, je ne veux pas tout vous expliquer, mais grâce à des annotations, on peut mapper un domaine objet avec une base de données. Donc, cet objet-là sera une entité, il sera mappé sur telle table. Ce champ de cette classe sera mappé sur une clé. Ce autre champ-là, on ne veut pas le sauvegarder dans la base, donc on le met transient. Celui-là, il aura une relation one-to-many, etc. Avec un autre élément. Alors, et puis, on a l'Entity Manager qui permet d'avoir une bonne abstraction au-dessus du code, enfin une bonne abstraction, puisqu'en fait, on a des criteria query ou alors du JQL/HQL pour faire des requêtes un peu plus sophistiquées. Et le mapping est instantané. Donc, ça marche plutôt bien. Donc, c'est orienté... Petit typo, c'est orienté objet. C'est une approche POJO. Je peux rester sur une navigation de grappes, un ensemble de grappes d'objets. J'ai l'API Criteria Query qui est pas trop mal, mais c'est pas génial pour nous. Alors je contextualise. Ça nous aurait fait beaucoup de configuration en plus pour faire un premier pas. JPA encourage quand même une approche top-down. J'ai mon domaine et puis que je vais commencer à faire persister. Et nous, j'ai appelé une approche yo-yo, on a un bout du domaine qui va être modélisé, qu'on va redescendre vers la base, et puis on a des choses de la base qui vont remonter en bottom-up. Donc top-down, bottom-up, voilà, c'est yo-yo. Et en fait, on a dans le code pas mal de requêtes SQL complexes, et on a aussi quelques business analysts qui aiment bien faire des requêtes SQL et jouer et nous en donner pour implémenter quelques éléments dans notre code. Donc du coup, ça aurait été compliqué à mapper. Et en plus, notre base, et je vous l'ai dit tout à l'heure, est assez dénormalisée. Donc tout ça aurait fait que ça aurait été compliqué de mapper tout ça, enfin de manipuler quelque chose comme du HQL ou du JQL pour faire des requêtes un peu tordues. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit, JPA c'est bien, mais malheureusement, c'est plus simple avec Juke. Donc on est parti sur du Juke. Alors, une autre force qui est pas mal, c'est que tout le code que j'ai écrit est fortement typé. Donc, il est fortement typé puisque du coup, Juke, avec son générateur de code Maven, m'a généré des classes qui me servent pour écrire mes requêtes SQL et qui sont fortement typées en Java. Là, le live code, je suis à Devox avec un petit niveau de stress, j'ai pas eu de problème. Mon IDE était là pour me rattraper quand j'écrivais la requête SQL. Et en plus, elle est valide d'un point de vue SQL. Donc ça, c'est un exemple de code qui est qui est chez nous sur un petit composant plus en back office. Et en fait, on fait un select distinct sur 4 champs from une table avec plusieurs conditions, un door by avec une date, un peu comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, si vous regardez la partie un peu plus du haut avec ça, on est sur du code qui est valide SQL et qui est fortement typé en Java. Et donc ça, c'est vachement bien. Enfin, moi, je trouve.
Bon, les dates. Alors du coup, les dates, c'est, j'ai fait exprès de choisir, enfin j'ai fait volontairement un des exemples les plus tordus pour s'amuser à mapper une date d'un result set à l'API Java 8 pour avoir un local date time. Et ben en fait, du coup, on peut, comme je vous ai montré dans le live coding, mettre directement un get sur le record Juke, qui est donc une abstraction sur le result set. On peut typer la classe sur laquelle on fait le mapping et il supporte nativement l'API JavaTime. C'est vachement bien. J'en vois peut-être qui ont remarqué une petite chose qui est apparue dans le slide. Il y a des tuples. J'ai coupé un slide. Il y a des tuples 2. Qu'est-ce que c'est? Tuple 2, ça vient de Julanda, qui a été écrit par les développeurs de Juke et qu'on utilise aussi avec Juke. C'est des classes utilitaires pour avoir un style de code Java plus fonctionnel et entre guillemets et déclaratif. Donc, par exemple, il y a des fonctions de 1 à 16. Il y a des tuples de 1 à 16, tuples qui devraient bientôt, je crois, arriver dans Java 9. Mais là, on n'en a pas, donc on a des tuples. Il y en a aussi dans Guava, mais c'en est d'autres. Support de séquences et gestion de trucs assez utilitaires pour avoir des fonctions supplier-consumer avec des exceptions uncheck. Je détaille un peu plus. Donc les tuples, c'est assez simple. On déclare un tuple avec un générique, par exemple là un tuple 2 qui a un local date and string, et on crée automatiquement un élément un tuple à 2 éléments. Les séquences, c'est assez sympa parce que là, du coup, on peut faire des opérations. Donc, j'ai 2 séquences que je peux m'amuser à concaténer en une seule ligne. Et ça marche vachement bien. Les suppliers, consumer et fonctions en Java 8, quand on a des exceptions dans le lambda, voilà quoi, c'est pas génial. Donc, en fait, ils ont fait un wrapper uncheck qui fait ça et qui propose toute l'API function, consumer et supplier, qui permet de faire des choses en une ligne assez élégante. Donc des fois, sur des mappings où il y a un peu d'exceptions, ça peut être intéressant de le mettre dans notre code. Attention, quelques précautions d'usage, parce que je l'ai vu dans le code, donc on a tout de suite corrigé. Ne pas utiliser les tuples si vous voulez faire des objets Java de votre domaine métier. Enfin, prenez plutôt un objet, parce que si vous commencez à faire des tuples 3, 4, 5, 6, 7, 10, parce que c'était sympa, c'était facile, on ne savait pas trop où le mettre, donc on l'a mis dans un tuple, c'est pas terrible. Donc, il y a sûrement un élément de votre domaine métier qui est en train d'émerger, donc jetez cet usage du tuple et mettez un vrai objet, enfin une vraie classe. Si vous utilisez fonction 16, je me suis amusé déjà à faire des trucs à fonction 3 ou 4, et là, j'ai refactoré le code, donc voilà. Attention aux usages des fonctions et normes. Et rappelez-vous que Java n'est pas un langage fonctionnel, même si y a tout un tas de choses qui essayent de tendre vers du style beaucoup plus déclaratif et moins impératif, et ça c'est bien, il faut continuer à le faire. On ne pourra pas faire des choses qu'on peut faire en ce cas-là. Le générateur de code, quelques mots rapides dessus. Il marche avec Ant, s'il y en a qui l'utilisent encore, Maven, Gradle. Donc, il a tout un tas d'options sur lesquelles on peut paramétrer et dire je génère tout mon schéma. Il peut générer aussi des DAO. Il peut s'amuser aussi à générer les classes que j'ai écrites tout à l'heure. Il peut aussi les générer. Bon, nous, comme on avait des DAO qui n'existent pas, on les a des DAO qui existaient déjà. On a juste commencé, on a fait la génération de code à la fin. Tout le domaine et tous les DAO existaient déjà. Donc ce qu'on a fait, c'est mettre Juke dans le code. Et si je reviens un peu en arrière sur l'exemple de code que je vous ai montré, donc, en fait, ici, comme je n'ai pas utilisé la code génération, j'ai codé moi-même ce que Juke devait générer dans mon DAO pour avoir quelque chose qui soit fortement typé et proche du SQL. Donc c'est pas génial parce qu'on a ça fait ça fait un bloc de déclaration assez gros, d'attributs de classe assez gros. On est en train de mettre en place la code génération. Moi, je l'ai testé sur des petits protos, mais on est en train de le finir. Mais encore une fois, l'idée, c'était est-ce qu'on peut très simplement le mettre en place sans déflorer, sans abîmer trop l'usage du framework, et ça marche très bien.
Donc il supporte pas mal de bases de la plupart des bases de données orientées SQL. Et en plus, il a une gestion d'un dialecte par base de données, si vous voulez utiliser des éléments spécifiques à la base de données. Donc pour Oracle, vous avez un dialecte qui vous permettra de jouer avec les procédures stockées ou des types de données Oracle propriétaires. Pour SQL Server, il y a même un dialecte qui supporte des versions de SQL Server, 2012-2008. MariaDB, PostgreSQL, SQLite. À noter, si vous avez une base de données open source, et donc vous profiterez de l'outil, vous aurez droit, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, un petit logo Jouk qui apparaît quand vous lancez l'application. Si vous avez une base de données propriétaire comme Oracle, il faudra payer une licence à Jouk. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il va très très loin sur le support SQL. Si toutefois il y a des choses qui ne rentrent pas, il y a une possibilité de rebasculer comme on faisait avant en fait. Donc on garde la possibilité de garder les requêtes SQL typées qu'on faisait avec JDBC. Enfin, les requêtes SQL dans une string qu'on faisait avec JDBC, et il supporte encore tout il supporte l'API Stream, donc on peut revenir à quelque chose de... Et il gère pour nous les ressources, donc quelque chose qui reste quand même assez simple, même si on se retrouve avec une string à la place. Donc dernier, pour conclure, et j'aurai après 5 minutes pour les questions, donc pourquoi finalement on a choisi ça? Ça nous fait du mapping SQL basé sur un DSL, ça supporte l'API Stream de Java 8, l'API JavaTime, c'est fortement typé et validé en SQL, et j'ai oublié en plus de le dire tout à l'heure, du coup, comme c'est fortement typé et validé en SQL, ça nous protège de tout ce qui est un SQL injection. Ça peut générer du code pour simplifier son utilisation. On peut utiliser Joulanda pour faire du code encore plus simple, et ça supporte une foultitude de bases de données. Est-ce que vous avez des questions? Un peu d'avance. Oui. Non. Répète la question. Donc, la question était, est-ce que Jouk est capable de mapper directement par réflexion, c'est ça, ce qui est remonté de la base de données vers... non, alors, j'ai pas vérifié, mais je pense pas. Après, moi, j'ai une petite préférence pour garder quand même l'aspect déclaratif avec le stream qui construit l'objet et qui le mappe. Et limite à extraire ce code de mapping-là. Mais il me semble pas. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur la persistance? Parce que là, on a vu le requêtage, mais sur la persistance, insert... Ah oui. C'est pareil, ça marche très très bien. Il supporte des choses un peu tordues, par exemple les insert or return, ce genre de choses. Donc, par défaut, il va faire les insert or return supportés par JDBC, donc ça ne marche pas toujours très bien. J'ai eu le cas sur MySQL, par exemple. Si la base de données le supporte, il va utiliser le support natif et ça permet de faire des choses assez bien. Donc oui. Alors, est-ce que je vous montre? Je vais essayer de vous démarrer. Hop, les furets. Hop. On fait du Selenium. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, typiquement, c'est la même chose. Alors, c'est ce que je vous avais décrit tout à l'heure. Donc, comme on n'a pas encore utilisé la génération de code, là, je me suis fait à la main tous les fields. Et ici, donc j'ai un insert et ça fait la values. Et il y a un execute. Donc, c'est pareil, c'est une seule ligne et ça fait l'insertion. Ah, pardon, là-bas. Est-ce que tu as un retour d'expérience avec des databases managées type Google Cloud SQL, ce genre de choses? Non, je ne pense pas que ça le supporte. Sur le site, il est évoqué que c'était connu, mais après... Après, le modèle est extensible, donc on peut s'amuser à tester, et s'il y a des choses qui
qui manque, on peut le plugger Ok. directement. Alors, il y avait une question là. Et, oui. Alors, la question, c'est comment ça supporte sur des queries compliqués avec des jointures. Donc, le DSL supporte, comme il y a Select, tu peux faire un join, donc il va assez loin sur ces supports-là. Et encore une fois, si vraiment ça t'arrive pas à le faire rentrer, il y a un autre. Alors, je vais revenir sur mon. De mémoire, tu peux faire un fetch ici avec une string où tu peux revenir à ton. Si elle est vraiment trop tordue, à revenir sur le string et tu pourras y passer quand même les valeurs fortement typées et puis faire le mapping avec des lambdas. Ouais, moi j'ai une question, c'est plus au niveau de la génération de code. Un des grands avantages aussi de Hibernate, c'est toute la génération des DAO, one to many, many to Oui. many. Et du coup, est-ce qu'avec Juke, c'est compliqué de gérer des tables avec beaucoup de relations, avec cette approche génération de code, ou je ne sais pas s'il peut gérer les inclusions directement? On n'a pas poussé très loin ça. En fait, il va te générer, alors il faudrait que je m'amusais à le désactiver, il va te générer plutôt un CRUD et après, sur l'ensemble des tables, quoi. Donc c'est vrai que du coup, ça limite un peu les one-to-many un peu compliqués. Mais en fait, on est plus sur, on préfère avoir, encore une fois, l'approche est, on a déjà toutes les tables et tout le code qui fait les jointures qui vont bien en JDBC. Et donc, du coup, ce qu'on cherche, c'est rendre ce code plus propre avec Juke. Et donc, du coup, on va plus partir des SQL qui nous font les jointures, les migrer avec Juke, que de tout régénérer avec des choses qui tomberaient automagiquement en marche, mais qui ne seraient pas forcément ce qu'on attend. Donc, c'est une approche, j'ai un existant, je fais un pas pour rendre le code meilleur, mais avec le même comportement. Et après, effectivement, on poussera un peu plus. Là, c'était la génération qu'on est en train de valider. Donc, on a une branche où on a commencé de la faire tourner. C'est génère-moi les objets que j'ai montrés tout à l'heure, ce type de classe-là. Et après, on peut reprendre tous nos DAO qui traînent et s'amuser à les refactorer. Enfin, il y en a qui vont mourir parce qu'on va passer à Cassandra, mais il y en a d'autres, on va finir de passer à Cassandra, et il y en a d'autres qui vont rester, et ceux-là, on utilisera ce genre de composants-là. Et ça. Et il y a des fortes chances que, en reprenant les requêtes SQL, on n'a pas besoin de se soucier de la code génération de ça. Secondes. Oui, de mémoire. La question, s'il te plaît. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des systèmes de cache? Oui, de mémoire. Je ne suis pas sûr à 100%, mais après, tu peux gérer... Enfin, nous, pour le coup, on n'a pas cette problématique-là parce que c'est les objets qui sont cachés. On utilise un cache caféine à côté. Donc après, on remonte. On est plus sur la persistance, enfin, sur les systèmes on se repose plus sur les systèmes de notre base de données en termes de cache. Et après, si on veut rajouter un cache supplémentaire, on a déjà tout ce qui existe déjà avec caféine et on garde des responsabilités simples sur d'un côté le requêtage et de l'autre le cache d'éléments. Et ouais, sur des problématiques de perf, on est même, on n'a pas utilisé l'équivalent d'un cache Hibernate, on a plus cherché à tuner le code avec du cache chez nous. On a dépassé. Bon, bah merci. Si vous avez encore des questions.